Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM et vous écoutez Code Rom X. Code Rom X, c'est une émission consacrée à ces métiers peu connus, pas ou mal répertoriés dans la nomenclature des professions. Aujourd'hui, Code Rom X vous emmène en balade par la main en extérieur. Il suffit pour cela de se laisser guider dans un paysage arboré où se mêlent des odeurs dessinées, des couleurs inventées, un peu à la manière dont on parcourt un recueil de botanique du siècle dernier. Là où les plantes sont un essai de calligraphie, les herbes des figures de style, c'est une écriture inventée, tel le manuscrit de Voynich, dans un enchevêtrement organisé aux allures de planches à dessin que le vent feuillette. Un herbier pour de vrai. Nous partons aujourd'hui dans un jardin, comme un temple érigé à la déesse nature sous les traits et les courbes que l'artiste du lieu a plantés là. Nous recevons aujourd'hui Stéphane le jardinier, et vous êtes artiste, jardinier, artiste. Bonjour Stéphane. Bonjour Jim, je suis donc jardinier. J'ai fait l'école des beaux-arts de Rennes, 3 années. Donc je suis aussi artiste, et ce qui me définit aussi comme designer et passionné par l'écologie depuis de nombreuses années. Et donc bio, et donc mon nom complet c'est jardinier, designer, bio. Jardinier, designer, bio. Alors là, dans la nomenclature des métiers, le code Rom n'existe pas ? Non, c'est pas possible d'avoir un métier comme ça avec Pôle emploi. C'est trop... y a pas de secteurs qui ont été développés pour ces nouveaux métiers. L'écologie est une tendance très forte en expansion, et je la considère comme prioritaire dans notre économie, et elle pourrait nous permettre à tous de vivre plus heureux, en mangeant mieux, en respirant plus sain, et donc et tout ça contribuerait à un bien-être, je pense, pour beaucoup de personnes, pour toute la communauté. L'écologie, le jardin, jardiner, planter, semer, planter, c'est une passion qui remonte très, très loin chez vous. J'ai toujours aimé ça. Depuis petit, j'aime ça. Et je demandais à avoir un potager à mes parents. Dès que j'avais 9 ans et que je voyais les images de Sea Shepherd et de la vivisection, j'étais choqué. Et je voulais absolument faire quelque chose. Je voyais les gens qui libéraient les animaux comme Animal Liberation Front, comme des héros. Je voulais faire ce qu'ils faisaient parce que je trouvais ça beau de libérer des animaux victimes de terribles sévices qui sont complètement inutiles à mon sens. Et puis la déforestation de la forêt amazonienne, c'est une chose qui m'a énormément frappé. Il y a un film que j'ai vu quand j'étais adolescent qui est assez connu, mais que je trouve un super film sur ce thème, c'est La forêt d'émeraude. Et ce film, il m'a transcendé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est avec son père dans la forêt amazonienne parce qu'il y a déjà en pleine déforestation. Et ce petit garçon part avec une tribu. Ouais, ce qu'ils disent au père, quand il retrouve enfin son garçon, c'est qu'ils n'ont pas eu le courage de le laisser repartir dans ce monde qu'ils jugent, pas qu'ils le jugent, mais à un moment ils expliquent quelque chose, ils disent voilà, ce monde, votre société enlève la peau du monde. Mais pourquoi elle fait ça ? C'est vrai que c'est ce qu'on fait en fait. Et on le voit parce que les processus de désertification sont liés à une surexploitation des sols. Et quand on surexploite un sol, on détruit les différentes couches nourricières qui abritent toutes sortes d'organismes. Et une fois que ces organismes ont disparu, la vie disparaît et on fabrique des déserts. C'est pas un processus nouveau, ça a été observé en Chine
Mais dans le désert de Gobi, les scientifiques se sont posé la question de pourquoi il y avait des cités en plein milieu du désert. Et ben, il s'est avéré qu'ils ont trouvé des lits asséchés de rivières. Et donc des probables anciennes zones d'exploitation. Et ils en ont déduit que c'était la surexploitation du sol, il y a déjà plusieurs milliers d'années, ou peut-être un millier d'années, qui a été à l'origine de cette désertification. Et on a ce processus-là aussi en Égypte. Donc il y aurait peut-être quelque chose aujourd'hui à réfléchir, parce que quand on voit ce qui se passe dans la Beauce, par exemple, en Champagne, ou dans le sud de la Vendée, on a des immenses surfaces exploitées, où on a défriché, arraché les haies, et on vous balance du phyto, de l'engrais, et puis on irrigue à fond. Sauf que ça ne sert à rien, en fait, parce que les organismes qui contribuent à la vie du sol, ils sont morts. Donc les plantes, au final, elles ne pourront plus pousser là. C'est pour ça qu'ils ont tant de problèmes de maladies qu'ils essayent de soigner avec toutes sortes d'antifongiques et tout. Mais ça ne changera rien. Et vous avez donc décidé de travailler avec la terre, avec la nature, avec l'environnement, en mettant de côté toute cette technologie actuelle, ou en tout cas cette politique actuelle qui vise plus à la production qu'à autre chose. Ouais, en fait, je me suis donc lancé dans le métier de jardiner chez les gens, d'entretenir leur jardin comme le fait un jardinier, d'apporter des conseils et puis d'y donner ma petite touche de connaissances dans le domaine des plantes botaniques, ornithologie, et puis zoologie aussi, et de la coopération des interespèces qui existent, interrègnes aussi, de montrer aux gens que quand on entretient cette coopération entre les êtres vivants, eh bien, on a un plus beau jardin. Et on peut aussi, j'invite les gens du coup à créer un potager, pour eux, surtout pour pour s'apporter un petit supplément de nourriture. C'est toujours sympa de manger les trucs qu'on produit, et puis éventuellement, s'ils en ont beaucoup, de le partager avec leurs voisins ou leur famille. Et puis, je pose aussi des nichoirs, des équipements pour la biodiversité, des perchoirs, des mangeoires, des abreuvoirs, toutes sortes de trucs qui peuvent permettre à des créatures comme des différents insectes, différents oiseaux, différents animaux qui sont là et qui ont besoin parce que les gens trouvent ça beau, les oiseaux, mais les oiseaux, par exemple, ça boit de l'eau. Et quand on voit l'urbanisation intensive qu'il y a, sans se soucier autrefois, si vous voulez, quand on construisait sur des zones sèches, on construisait pas sur les zones humides. Aujourd'hui, on détruit beaucoup les zones humides. Sur Terre, les scientifiques estiment qu'il y a 80% des zones de marais, d'estuaires qui ont été détruites par l'homme, et c'est quand même 60%, je crois, des espèces animales, en gros, qui viennent s'y reproduire, et à peu près 80% des espèces d'oiseaux, et je compte pas les poissons et les animaux aquatiques. Donc ces endroits qu'on a détériorés et qu'on occupe maintenant, c'est un manque à gagner pour les autres espèces. Et la nourriture, elle vient pas du supermarché, elle vient de la forêt. Donc si on détruit ces espaces naturels, eh bien on va détruire ce qui nous donne à manger, ce qui nous permet de respirer. Donc j'ai une action, je dirais, de sensibilisation pour les gens au sujet de l'écologie au sein de leur jardin. Alors justement, comment concrètement ça se passe lorsque vous arrivez chez des personnes? Comment perçoit-on le lieu et ces personnes qui y vivent pour créer un jardin, j'allais dire pour dessiner ou peindre un lieu? C'est de l'ordre de l'intuitif. J'écoute ce que les gens veulent et je m'adapte à leurs attentes. Et puis, je reste moi-même dans ma démarche. Donc,
je pars du principe que je peux leur proposer certaines choses qui sont, qui sont nouvelles pour eux souvent. Parce que proposer de poser des nichoirs ou des designs que je vais créer pour un jardin ou pour les animaux ou pour... Bah, c'est quelque chose qui est, auquel ils sont pas habitués. Donc, bah, ils ont un peu de méfiance. Mais après, ça dépend. Il y en a qui sont réceptifs, puis d'autres pas. Mais je laisse les gens respectueux. J'ai fait beaucoup de sensibilisation, qu'on dit entre guillemets militante, pour l'environnement, les animaux. J'ai toujours une démarche diplomate avec les gens. Je respecte les façons de voir différentes parce que c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas en imposant ses idées, c'est en confrontant nos idées et en faisant chacun un peu un pas l'un vers l'autre. Et ça se fait ou pas. Mais il n'y a pas à imposer ou forcer les choses. Si quelqu'un n'est pas réceptif, bah, il n'est pas réceptif et c'est tout. Ça le regarde, il fait ce qu'il veut. Moi, voilà, je pars de ce principe-là et j'aime bien cette démarche. Et souvent, ça a été beaucoup plus profitable que des démarches que je trouve trop... que je réprouve. C'est celles que je trouve extrémistes et agressives, en fait. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite. Lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines pour préparer cette émission, on a parlé aussi du militantisme actif qui consiste à observer, à surveiller par exemple l'évolution d'une mare, la santé des arbres, toujours dans la compréhension de l'environnement. Comment est-ce que vous, à votre niveau personnel, ça se passe? On se balade dans la nature, dans certains endroits? Ouais, faut aimer ça. Quand j'ai toujours aimé me promener dans la nature. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Et maintenant que je connais des plantes, maintenant que j'ai appris de la botanique et puis l'ornithologie, bah, dès que je me promène, mentalement, je me remémore ce que j'ai appris. Tiens, ça c'est telle plante, ça c'est tel oiseau. Et puis j'observe parce que je découvre un comportement que j'avais pas observé avant chez telle espèce. Et du coup, je peux rester scotché comme ça. J'ai l'air un peu bizarre, peut-être. mais je m'en fous. Les gens, c'est pas grave, c'est trop bizarre. Quand on observe justement la nature, on est toujours dans l'étonnement? Ouais, tout le temps. C'est quelque chose la nature sait nous faire des surprises tout le temps. Et on est très souvent étonné de choses qui sont... Il n'y a pas besoin d'aller à 15 000 km pour voir des trucs extraordinaires. Surtout à 1 mètre ou 2 mètres en sortant de chez soi, des fois on voit des trucs incroyables qui se passent peut-être dans un monde beaucoup plus petit, peut-être à l'échelle des insectes par exemple. Mais il se passe là, rien que là, des choses extraordinaires. Enfin, moi je trouve... Lorsqu'on arrive justement dans un jardin, chez des particuliers, on échange avec eux sur leur conception, leur visuel, peut-être leur vision plutôt de ce qu'ils imaginent entreprendre sur leur propriété. Est-ce que cette notion que tout est lié au niveau de la vie végétale, animale, tout ce qu'on vient d'évoquer... Tout est lié, en fait. Oui. Est-ce que la compréhension des personnes est facile, justement? Non. Ça dépend. Mais c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'est naturel que ce soit pas facile. Ouais. Et c'est peut-être la vie, quand on regarde la vie des animaux, elle est pas forcément rose. Et, ils ont une vie difficile. Mais ils ont une détermination dans leur façon d'être qui est inébranlable. Et cette détermination, moi je la cultive. Donc rien n'est facile, mais ça dépend de comment on présente les choses. Comme je disais tout à l'heure, j'aime ce mot-là, je trouve qu'il correspond bien à ce que je fais, c'est de la diplomatie. Enfin, la psychologie. La psychologie, c'est peut-être plus le mot d'ailleurs.
Et j'aime bien cette démarche. Je m'adapte aux gens. Quand je sens qu'il y a un terrain favorable à en parler, bah j'en parle. Sinon, j'en parle pas. Parce que, de toute façon, on peut pas forcer quelqu'un d'obtus à écouter ce qu'on estime être juste. Et puis, ce qu'on estime être juste, dans l'absolu, hein, je parle. Est-ce que c'est vraiment juste ? Moi, je me dis ça, c'est de la philo, hein. Mais je trouve que c'est important, cette question d'humilité. Et ça, c'est un truc qui aide quand même à être bien dans sa vie avec les autres. Pour comprendre la nature, il faut savoir rester très humble aussi. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'être humble. Hein. Mais, Est-ce que la création d'un jardin, d'un lieu, elle commence, alors peut-être une déformation des beaux-arts, par une planche à dessin, des croquis ? Comment travaillez-vous ? Ça commence par une discussion souvent. Et ça commence par beaucoup une discussion. Je fais mon travail, je fais ce qu'on me dit de faire ou ce que les gens attendent de moi. Après, j'y pose certaines exigences comme j'utilise aucun produit phytosanitaire. Alors ça leur plaît ou pas, mais bon, moi c'est comme ça. Je refuse d'utiliser tout ce qui est engrais ou tout ce qui est trucs chimiques. Bref, tout ce qui peut être de l'ordre et je préviens les gens. Alors ils apprécient ou pas. Mais je sais que évidemment l'utilisation des pesticides ou des engrais, ça peut être chimique, ça peut être toxique pour la santé de leur santé, la santé de leurs animaux domestiques s'ils en ont, de leurs enfants, et aussi du coup de plein d'animaux sauvages qui contribuent au biotope en fait de leur jardin. Donc et bon, il y a une génération qui a du mal à comprendre ça, c'est toute la génération après-guerre. Ils sont plus hermétiques parce qu'ils ont vraiment été... on leur a fait la propagande pendant des années pour leur expliquer que c'était comme ça que ça fonctionnait bien. Et donc, d'ailleurs, on a perdu beaucoup de savoir à cause de ça. Parce que ce que faisaient les anciens au 19e et au début du 20e, jusque même en France, avant guerre 39-45, c'était une agriculture qui était assez riche et variée, quoi. Et les biotopes étaient en bonne santé et notre campagne était belle. Aujourd'hui, elle est vraiment abîmée et dévastée. Et le monde agricole a pris une énorme claque. C'est triste, hein, parce qu'on a perdu beaucoup avec tout ça. Bon. Il y a toute une évolution à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agriculture bio, ou en tout cas raisonnée. On parle de plus en plus de circuits courts entre les producteurs et les consommateurs. On parle énormément de permaculture, de biodynamie également. Donc là, on pourrait parler également de l'anthroposophie, de Rudolf Steiner ou de gens qui sont également très controversés. On s'y perd un petit peu dans tout ça, ou alors vous pensez qu'on est en train de suivre finalement un chemin, on en est qu'au tout début, mais que l'écologie, d'une manière générale, rentre de nouveau dans les mœurs ? C'est ce que je pense. L'écologie est embryonnaire. C'est comme une petite plantule qui vient de pousser. Et donc, elle est fragile, il faut en prendre soin. Et il y a plein de gens qui ont élaboré toutes sortes d'idées sur ce que c'est que l'écologie. Parfois c'est passionnant, parfois c'est douteux. Mais ça vaut le coup en tout cas de s'y intéresser. Et de toutes ces idées, si on continue et qu'on continue de cultiver cette façon d'être et de voir, on pourrait en tirer un bénéfice pour notre avenir. Et ça, et pour l'avenir de la planète, hein, c'est ça quand même. Aujourd'hui, on a des océans pollués, on a des rivières polluées, on a des villes polluées. Les gens supportent de vivre dans des endroits assez viciés, de manger une nourriture qui a perdu énormément en côté nutritif,
qui a souvent toutes sortes de polluants dedans. Et puis on a tout ce qui va avec ça, c'est-à-dire l'agressivité, la violence qui monte, des comportements d'incivisme, voire de revendication que cet incivisme est naturel, c'est normal. Non, mais comme ceux qui veulent rouler avec des bagnoles qui polluent comme des fous là aux États-Unis, ou avec des moteurs là qui envoient plein de carbone dans l'atmosphère, et qui le revendiquent parce que c'est normal, parce qu'on en est là, quoi. On est dans une société où les gens ont tendance, à force d'être, je pense, confrontés à tant de dégradation de leur environnement naturel et de leur biotope, ils ont tendance à péter un câble. Pour parler maintenant de choses beaucoup plus belles, en tout cas à voir, le jardin rêvé, le jardin idéal, vous l'avez en tête, vous l'avez dessiné ou... Je l'ai dessiné. Alors, ce dessin, est-ce qu'on pourra en parler ? Ah ouais, parce que c'est un dessin que je continue tous les jours. Et comme je suis artiste, je dessine beaucoup. Et souvent, tout ce que je fais commence par un dessin. Donc si je dois intervenir sur un chantier, je fais forcément, il y a un travail de dessin. Qu'est-ce qu'il représente, ce dessin ? Il représente un rêve, forcément. Et comment ce rêve peut devenir une réalité. C'est pas un rêve, c'est pas une utopie pour moi, un rêve. Un rêve, c'est une chose c'est un fonctionnement, quelque chose de mystérieux qui était fait à la fois de raison, de conscience et d'ambition. Et donc ce rêve, le fait de le mettre en papier, sur papier, c'est lui donner une consistance réelle. Et du coup, le dessin me permet de rendre les choses un peu plus pragmatiques, plus les emmener plus concrètes, dans la réalité. Dans la réalité, plus réalisables. Il y a des choses qui sont pas réalisables dans mon rêve. Ouais. Plein. Mais et par contre, quand je le mets en papier, du coup, ça me permet de mettre une logique dessus. Ça, c'est ça qui compte. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane le jardinier. Oui. Alors Stéphane, il travaille chez vous, il vous rencontre, il vous écoute et il construit avec vous une vision, un projet, en tout cas de jardin. Vous pouvez le contacter au 06 99 32 74 30, 06 99 32 74 30. Vous nous écrivez à rédaction@jadefm.fr, rédaction@jadefm.fr. On transmettra tout ce que vous avez à lui demander. On lui transmettra sans problème. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi Jim. Ça me fait très plaisir et merci beaucoup à toute ton équipe. Vous êtes super cool.